Bonjour, j'espère que vous allez bien à la maison. L'été qui s'est installé, c'est notre dernière cette saison et elle est bien chargée. Plusieurs invitations pour vous à connecter avec des événements culturels et autres sur le territoire lavallois. Dominique Cros nous invitera à bouger cet été. Sarah Maud viendra nous parler de photos durant la saison estivale et vos vacances pour avoir des clichés et conserver dans vos souvenirs. Sophia Yanantuano viendra nous parler de sorties touristiques, notamment concernant le patrimoine ici sur le territoire lavallois. Monia Abadi qui viendra nous parler, elle, d'enfants intérieurs, de croissance personnelle. Alberto Georgian Miout vient exposer des événements à Laval cet été. Nicolas Vincent Poirier vient nous présenter les films qui seront projetés au cinéma, qui sont les plus attendus de l'été. Et François Urtubise, d'ailleurs, nous parle des ondes musicales. Bonne émission! Parmi les plaisirs évidents sur le territoire lavallois, c'est d'aller connecter avec nos artistes de tout genre. On pense à nos artistes musicaux tout d'abord, et les ondes musicales, justement, en est depuis déjà la 8e édition cette année, je pense, l'un des choix de prédilection des Lavalloises et des Lavallois. Il est là pour nous en parler et je tiens à aller jusqu'au bout de son titre quand même. Il démontre toute l'importance. Responsable de la diffusion et de la médiation au sein de la division diffusion culturelle et événements du service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social de la ville de Laval. Êtes-vous encore là? Oui. Et c'est François Urtubise qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Ça rentre pas sur une carte d'affaires. Non, c'est ça. Vous avez abdiqué là-dessus. Hein? Oui, abdiqué, complètement. C'est bon. Je vais peut-être raccourcir un peu la chose pour ce qui est de notre conversation ces prochains instants. C'est devenu un essentiel hein, parmi l'offre culturelle de la ville de Laval. Je pense que les ondes musicales, ça s'impose d'elle-même encore une fois. Et pourquoi, selon vous? D'un, je pense que la formule a plu au Lavallois dès le départ. Ça fait 8 ans, là, donc on a commencé ça en 2016. C'est une formule qui est, par son accessibilité, la gratuité, évidemment, les sites qu'on a choisi d'investir pour nos programmations. Les gens ont complètement embarqué dès l'an 1, là, donc d'avoir accès à proximité de chez eux à une offre culturelle de qualité, professionnelle. Puis la musique, ça rassemble le monde. Ouais. Puis depuis le début, là, disons même au niveau de la ligne artistique, là, je vous dirais notre objectif, c'est toujours des spectacles de qualité, mais on s'assure qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. On va pouvoir le comprendre dans quelques instants, mais tu sais quand même, peut-être un bref historique. Revenons sur les ondes musicales, parce qu'il y a toujours des nouveaux. On le sait que la ville ne fait que s'accroître en termes de population, donc de nouveaux résidents chez nous. Donc, qu'est-ce que c'est l'ADN de ces ondes musicales chez nous? Les ondes musicales, ça vient, c'est comme un bébé un peu des festivités du 50e anniversaire de la ville de Laval. Donc, la ville nous a demandé, à nous, l'équipe diffusion, de voir quel type d'activité on pourrait mettre en place suite aux activités du 50e qui permettra aux Lavallois de se rassembler un peu comme ils l'ont fait pendant le 50e. Et c'est là qu'est né le concept des zones musicales, zones avec un S parce que on veut, disons, envahir le territoire le plus possible. C'est immense. Tous les quartiers, les districts. Tous les quartiers. En fait, c'est l'idée derrière. Bien sûr, on n'est pas toujours à côté de chacun des foyers, mais on essaie, disons, d'aller dans chacun des secteurs de Laval. Certains secteurs où on est plus présent, mais sinon, donc, il y avait cette volonté-là d'être sur tout le territoire, de toucher tous les publics. On parle de public adulte, a priori, parce que la ville de Laval a déjà des programmes familiaux exceptionnel. On en reparlera un peu tantôt. Oui. Mais donc, les ondes musicales, on visait vraiment la clientèle adulte, mais il y a aussi une clientèle familiale, disons, qui se greffe au projet parce que c'est accessible, parce que c'est gratuit aussi. Tu sais, vous évoquez le fait familial. C'est sûr que quand on ouvre la saison avec Bleu Jeans Bleu, là, on parle de la famille. Là. C'est pas mal l'emblème un peu de notre ligne artistique, disons, ce spectacle-là de Bleu Jeans Bleu là, qui fait vraiment l'unanimité, autant les vieux que les jeunes, que les enfants même. Donc, on s'attend à un public le 9 juillet. C'est un spectacle d'ouverture. C'est la première fois qu'on va en faire un formellement, un spectacle d'ouverture, il va avoir lieu au parc Bernard-Landry. Et qu'est-ce qui diffère, parce que c'est le spectacle d'ouverture, est-ce qu'il y a plus de choses qui vont être mises, de l'animation sur le site, parce que c'est l'ouverture? Absolument. On va y donner un petit peu plus de gaz, comme on dirait. Là. Fait que oui, c'est un site qui permet l'accueil de beaucoup de public. On attend, disons, quelques milliers de personnes, peut-être 5000 idéalement. D'ailleurs, un message d'intérêt public. Pour les gens du quartier, bien sûr, venez à pied, apportez vos chaises, profitez du site. Mais ils resteront pas
assis bien longtemps Non, parce peut-être que pas. Blue Jeans Bleu, je peux le dire, ça va danser. Ça déménage. Oui. Mais sinon, pour les gens qui vont venir de tout le secteur de Laval, d'un peu plus loin, qui doivent venir se déplacer, donc on priorise le déplacement en transport en commun. Certains peuvent venir en vélo, ça fait une belle activité. Ouais. Sinon, ceux qui viennent en voiture, le stationnement est assez limité sur le site, donc les premiers n'auront pas de difficulté à stationner, mais pour les autres, on encourage les gens à utiliser une navette qu'on va spécialement mettre en place, donc qui va partir du métro Montmorency et qui va permettre aux gens d'aller sur le site du parc Bernard-Landry directement, gratuitement. Le stationnement sera gratuit au cégep et la navette sera gratuite. Est-ce que ces navettes-là vont perdurer dans le temps, dans les autres rendez-vous des ondes musicales cet été? Non, c'est vraiment Vraiment un cas spécial. oui. On se doute un peu de l'intérêt que Ouais. les gens auront pour Blue Jeans Bleu. On espère le plus de monde possible et que ça soit festif, mais on veut vraiment faciliter la tâche aux gens qui vont venir. Ouais. Il y a d'autres rendez-vous dans l'été. Je pense à Daniel Boucher, 22 juillet. Diane Tell, qui est une légende de la chanson québécoise, le 12 août. De belles découvertes comme Ariane Roy, la révélation du dernier gala de la disque, qui est dans le calendrier très étoffé. Mais aussi, l'orchestre symphonique de Laval. Ça, c'est le 15 et 16 août. Ça nous démontre l'ampleur, mais vraiment que c'est, encore une fois, très large les possibilités pour les Lavalloises et Lavallois. Là. Exact. La diversité est très grande. Donc, Oui. les gens, je vous dirais que c'est une programmation qui est faite pour ceux qui aiment, par exemple, certaines têtes d'affiche, qui c'est des adeptes, des maniaques de Daniel Boucher, par exemple. Mais c'est aussi une occasion de découvrir. Donc, des gens qui connaissent Daniel Boucher, mais pas tant que ça, ou des gens qui veulent découvrir des artistes de la relève comme Ariane Roy, vous Ouais. parliez. Ça permet à ces gens-là de découvrir des artistes de façon, c'est gratuit, Ouais. donc c'est accessible. Et dans le cas de l'OSL, c'est un spectacle qui est... Peu de gens ont l'occasion de voir des spectacles d'un orchestre symphonique, donc on parle de haut calibre. 50 musiciens sur la scène avec un chef d'orchestre. C'est effectivement de haut calibre, c'est un gros déploiement qu'on fait, mais c'est une belle occasion de découvrir la musique classique pour ceux qui... Puis le programme est conçu en conséquence, donc c'est pas trop niché, c'est vraiment pour le grand public. Il y a une soirée qui est dédiée aux familles aussi, et une soirée qui est plus pour les mélomanes, mais un peu monsieur, madame, tout le monde aussi. Puis, ce qui est intéressant, parce que je trouve ça important de l'amener dans la conversation, parce que des fois, on peut voir dans la métropole, par exemple, des spectacles extérieurs, dans les festivals comme les Francopholies. Je le dis rapidement parce que là, ça nous donne accès à nos artistes aussi d'une façon très intimiste aussi, et même d'un contact après le spectacle, avant le spectacle avec ces artistes-là. C'est assez incroyable aussi. Là. C'est ça demeure quand même un contexte assez intime. On choisit les parcs, les berges de Laval, on choisit des endroits qui sont des beaux lieux de rassemblement, des lieux où on peut prendre un pique-nique en famille, mais c'est aussi, les formats sont quand même assez petits en bout de ligne. Donc, pour prendre l'exemple de Diane Tell, qui sera présentée au Centre de la Nature, sur une scène quand même assez intime au Centre de la Nature, avec un espace pour le public pour à peu près 1000 personnes, grosso modo. C'est une occasion unique d'être vraiment à proximité d'une grande légende de la chanson. Littéralement. Les lieux, rapidement, mais quand même, on a encore un petit peu de temps, parce qu'il y a 8 zones musicales, je crois. Il y en a une 8e cette année. Cette année, avec une nouvelle, oui? Exact, Okay. exact. Il y a donc, il y en a d'est en ouest, là, je vous dirais, les principales sont vraiment le parc Bernard-Landry, le Centre de la Nature, sinon la Berge des 80 dans l'ouest. Sinon, dans les places publiques, on est au cœur du village de Sainte-Rose, de Sainte-Dorothée, de Saint-François. Puis, il y a une zone dont on n'a pas parlé encore. La nouvelle, oui. La nouvelle est dans Chemédé, en réalité. Donc, on fait 2 concerts cette fois-là. C'est au parc Légaré. On va donc investir le secteur Chemédé. Donc, là où il y a un plus-plus, je vous dirais, c'est dans le centre-ville de Laval, donc dans le secteur Montmorency. Il y a vraiment un déploiement. Il y a des spectacles qui sont présentés donc à ciel ouvert à la Maison des Arts, donc dans la cour intérieure de la Maison des Arts. C'est de la musique du monde qui est présentée là. Il faut se procurer des billets dans ce cas-là. Mais ça, c'est déjà là depuis... Les gens connaissent déjà cette formule-là. Sinon, il y a vraiment une formule qui a lieu, qui est sur la place Claude Léveillé, où il y a tout un aménagement qui va être installé, donc une installation. Juste ça va valoir le déplacement en soi. Et on reçoit quand même 2 grands spectacles, un de Lisa Leblanc. Oui, qui clôture d'ailleurs. Exactement, qui clôture les ondes musicales, et un autre d'un groupe cubain qui va faire un hommage à Buena Vista Social Club. Excusez l'accent. Non, mais vous l'avez encore mieux que moi, ça c'est sûr. Mais quelle légende, quel légendaire collectif musical cubain, celui-là. Absolument. Parmi mes favoris quand on parle de musique du monde. Et Lisa Leblanc qui vaut le déplacement. Ça va être le party. Ça va être le party, je peux vous le dire. Surtout avec son plus récent album, là où elle fait un chiac disco assez incroyable. C'est le 26 août prochain. Un bel été. Merci beaucoup d'être passé nous voir, M. Urtubise. Puis à très bientôt. Puis bon spectacle à tous les Lavalloises et Lavallois. C'est à votre portée et c'est gratuit.
l'été. L'été, 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 ça va pour jouer. L'été, ça fait pour jouer. Ah, juste cette ritournelle-là, moi, me fait retomber en enfance quand je pouvais profiter de mes étés avec ce côté un petit peu d'innocence, hein, puis s'amuser dehors dans le carré de sable avec les tonkas. C'est à peu près ça qu'elle nous invite à faire avec la famille, pourquoi pas, cet été. Salut Isabelle Dominique-Cros. Comment ça va, Alex? Ça va très bien, là. Je faisais un petit peu référence à un classique québécois, Passe-Partout, cette chanson-là, mais quand même, c'est un peu de ça que tu veux nous parler, c'est-à-dire d'en profiter. Est-ce que l'idée t'est venue de jouer quand tu as joué avec ton fils à l'extérieur? Bien, juste pour faire une petite parenthèse, Passe-Partout, j'ai appris le français avec Passe-Partout. Ça me rappelle d'excellents souvenirs quand j'étais toute petite. Puis, elle est belle cette chanson-là. L'été, c'est fait pour jouer. Avec mon fiston, qui est déjà en relâche, on en a déjà profité pour faire des trucs à l'extérieur. Et c'est un peu ça que j'avais envie d'amener aujourd'hui. C'est comment rendre le mouvement, l'entraînement plaisant. Et les enfants le font si bien. Et souvent, ce qu'il faut, c'est quelque chose de ludique. Et l'eau, c'est ludique, c'est rafraîchissant, ça fait du bien. Alors, je voulais proposer, bien entendu, toutes sortes d'affaires, mais je commencerai par la piscine, un classique. Est-ce que tu aimes ça nager? J'adore nager et je manque pas. Mais à part dans un endroit où il y a, par exemple, des sangsues. Tu sais, moi, là, dans un lac là, où tu te fais pogner par des sangsues, là, je sais pas, c'est peut-être relié à mon enfance où j'ai eu trop aussi à gérer de grenouilles également. Mais sinon, quand c'est dans une piscine publique, une piscine comme chez mon frère, par exemple, je me plais à me baigner, ça, c'est une évidence. Puis, pour toi, ça commence par quoi, par exemple? Est-ce que c'est de peut-être initier nos jeunes par des petits jeux très ludiques dans l'eau, un ballon, par exemple, ou ce genre de... Tu sais, le fameux spaghetti aussi, là, faire des jeux comme ça? Oui, mais tu sais, quand on est dans l'eau, tout est possible. C'est sûr que j'invite à la prudence. On le sait, c'est un début de saison et c'est tellement important de penser vigilance côté, bien sûr, tout ce qui est surface eau. Mais pour répondre à ta question, crème solaire aussi, qui est super important pendant qu'on parlait de ça. Mais moi, dans les trucs super simples, juste sauter dans l'eau, les enfants adorent faire ça. Moi, mon fils aime ça, arroser. Ça, des fois, je prends moins de plaisir parce que là, t'es comme tout mouillé tout de suite. Mais pour vrai, tu sais, à partir du moment où tu lâches prise, t'es comme, bon, je vais avoir les cheveux mouillés, on s'arrose, on saute, on se met la tête dans l'eau, puis on s'éclate, peu importe ce qui arrive, tu sais, les jeux d'eau, tu sais, les genres de fusils à eau, oui. Les ballons, les trucs gonflables, c'est le fun, tu sais, c'est vraiment amusant, puis on peut faire durer ça longtemps. Des fois, moi, j'ai froid puis j'ai envie de sortir avant lui, mais parce que lui, il a tant de plaisir, c'est contagieux. Tu me remontes tellement de souvenirs. On faisait des concours de bombes. Qui fait la bombe qui, justement, fait un plus gros splash? Aussi, on s'amusait à passer en dessous de l'eau entre nos jambes. On s'écartait les jambes ou la fameuse chandelle là, qu'on s'amusait à faire. Également, c'est comme tu dis, ça demeure un plaisir. Puis des fois, je me rappelle très bien dans la piscine creusée qu'on avait à la maison, on faisait on tournait tous autour du même côté, puis par la suite on essayait de revenir pour comme créer une espèce de courant et on s'amusait des heures et des heures. Mais aussi il y a toujours ces glissades d'eau qu'on peut faire, il y a toujours des endroits ou des centres aquatiques auxquels on peut s'initier également là. Oui, glissade d'eau. Puis j'aime bien rappeler aux gens qu'il ne faut pas nécessairement dépenser des tonnes d'argent. L'idée, c'est de s'amuser. Les parcs extérieurs, les piscines extérieures, même les piscines intérieures commencent à être des centres aquatiques impressionnants avec quelques glissades d'eau, plus grandes, plus petites. Alors, oui, j'adore les glissades d'eau. Moi, j'ai redécouvert ça à travers mon fiston. Puis je trouve que l'attente est moins longue quand on est mouillé que quand on est dans un parc d'attractions, ce qui est plaisant aussi. Mais les glissades d'eau pour les petits, pour les grands, c'est vraiment ludique, c'est chouette. C'est des journées assez extraordinaires. Ouais. Puis on est en mouvement parce qu'on monte, on descend. Et ça fait des moments magiques qu'on retient toute notre vie. Toi, tu parlais de ta piscine. On les retient, ces moments-là. Oui. On les capte sur photo, mais on les a dans notre tête parce que c'est des moments joyeux. Ah oui, littéralement, parce qu'il y a de la famille qui vient nous visiter aussi. On fait des barbecues. C'est des occasions, comme tu dis, qui restent imbriquées. On prend des photos de ça. On imprime ça dans notre tête également. Puis ça me ravive aussi que, tu sais, si on a un chien, par exemple, à la maison, on peut amener l'animal avec nous. Si on va sur le bord de la plage, par exemple, on peut se faire des carrés de sable, se faire
la recherche de coquillages, par exemple. Tout ça, oui, c'est à portée de main, puis c'est facile, ça coûte rien, là. Oui, puis ça nous permet de profiter de la nature. Moi, les couchers de soleil, je les ai découverts à la plage. Notamment parce que je ne suis pas tant plage, j'ai le teint clair, c'est dur pour moi de rester au soleil longtemps, mais les couchers de soleil sont magnifiques. Puis tu sais, marcher dans le sable avec un petit peu dans l'eau, puis les coquillages, ramasser ça, bien, les enfants aiment les ramasser. Des fois, c'est des souvenirs. C'est la beauté de la nature. Ça peut être un lac, ça peut être, tu sais, au Québec, ça peut être au Canada, ailleurs. Donc, c'est un peu illimité. Tu sais, tu peux décider d'être plus relax une journée, puis profiter vraiment juste avec un livre. Puis en même temps, une autre journée, tu marches énormément. Puis tout ça se met un peu en branle selon ce qu'on a besoin. Ouais. Selon le niveau de fatigue et le niveau de détente qu'on a besoin. Littéralement. Puis, tu sais, les planches à pagaie, on peut emmener nos enfants avec nous sur la planche à pagaie. Le kayak aussi, ce sont des embarcations qu'eux-mêmes peuvent aussi, moyennant peut-être un certain âge quand même, mais déjà à 9-10 ans, là, notre enfant est capable d'être sur un kayak dans un étang d'eau, quand même un lac ou une rivière moindrement, là, qui n'a pas trop de courant. Donc, je pense qu'avec toujours la ceinture de sécurité, le sauvetage, mais quand même, je pense que c'est aussi des éléments qui sont à notre portée pour les enfants et la famille, là. Oui, puis j'ajouterais la trampoline parce qu'elle est de plus... Là, on dit là et le, maintenant, je pense accepter les deux. La trampoline, on en a de plus en plus autour de nous et il faut juste faire attention encore une fois à tout ce qui est sécurité parce qu'on veut éviter les blessures. On sait qu'il y a un risque de blessure quand on bouge, mais nous, on a ce qu'on appelle des jets d'eau. Des filets, OK. Oui, puis ça glisse pas vraiment, ça permet juste de rafraîchir. Tu sais, c'est léger, mais ça rend l'expérience plus agréable quand il fait très, très chaud ou encore les ballons remplis d'eau et ça, moins chouette pour l'environnement, mais tu sais, intéressant quand même pour les enfants et pour les plus grands parce que c'est le fun de lancer ça. Puis ça nous replonge dans nos belles années d'insouciance. Alors, tu sais, les idées sont là. L'été, c'est fait pour jouer. Profitons-en. Soyons vraiment dans le moment présent autant que possible. On a des choses à faire, on fait ce qu'on a à faire et après ça, bien, on profite parce que c'est court, ça va vite et c'est tellement, tellement précieux. Littéralement, puis surtout au Québec, c'est éphémère. C'est le cas de dire, nos étés passent excessivement vite, effectivement. Et je te souhaite un bel été, ma chère. On se dit à l'automne prochain. Toujours un plaisir de collaborer avec toi. Et je te souhaite plein de moments heureux avec ta famille, ton garçon et ton amoureux. Merci, Alex. Plein de bonheur pour toi. Bon été, bon entraînement. Puis on se retrouve très, très vite. Alberto Georgian Miout, qu'on peut lire entre autres sur la plateforme de MCL Média, soit le média communautaire Lavallois. Je suis très content de pouvoir prendre de ses nouvelles également de ce qui, au cours des derniers jours, a retenu son attention sur le terrain. Salut Alberto. Bonjour Alex, ça va bien? Ben, ça va très bien. Tu as assisté à la fête nationale qui avait lieu au Centre de la Nature tout récemment. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'ambiance. Énormément, donc c'était une ambiance, comme à chaque année, énormément de gens, mais cette année, on a pu voir la fierté québécoise, le Centre de la Nature et évidemment, il y avait aussi une petite fête à Saint-Martin où on a pu voir plusieurs dignitaires, etc. Mais au Centre de la Nature, il y a eu de l'action, énormément. Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus voir les gens qui étaient sur scène et je peux vous dire que l'ambiance était là, les jeunes étaient présents aussi avec le drapeau fièrement du Québec sur le dos, donc on était fiers. Un des plus beaux au monde, c'est certainement celui du drapeau québécois, la fleur d'Élysée. Pour moi, c'est peu importe notre allégeance politique, on doit absolument le mettre en vitrine, en façade. Est-ce que tu as un moment fort de la soirée? Est-ce qu'il y a un artiste qui, pour toi, t'a fait vibrer plus que d'autres? Ou Ben, il y avait Michel Rivard qui était sur place, qui a fait une très belle chanson, mais il y avait aussi un chanteur, donc au début, qui disait liberté, fraternité, égalité, qui en fait c'était une musique, comment je peux dire, qui m'est restée dans la tête et maintenant aussi entre amis on la chante et c'était comme une musique qui restait encore et encore dans la tête. Alors, à retenir de cette fête nationale qui avait lieu tout récemment, tournoi international de tennis ITF M25 sera lieu bientôt au Parc Saint-Victor.
Est-ce que je m'abuse, c'est le premier tournoi de calibre international de tennis professionnel? Oui, c'est une première pour Laval, puis la ville est vraiment fière, justement. Le président d'honneur qui s'est associé, tenez-vous bien, c'est M. Stéphane Boyer. OK. Donc, Est-ce que tu sais s'il y a du talent au tennis, ça, M. Boyer? Ou... je ne sais pas, ça se peut, on verra peut-être sur place, il fera peut-être une balle de lancer au début. C'est ça, échanger quelques On balles espère. avec un joueur, ben oui. Mais justement, c'est ça, le tournoi cherche aussi des bénévoles, donc il y a encore de la place. On va voir, c'est sur leur site, c'est m25laval.com. Puis ça se passe du 9 au 16 juillet. Il y a de la 200e place au classement international à la 1000e place des joueurs de ce calibre. Donc, quand même, peut-être des futurs top 100, futurs top 10, on sait jamais. Il y a 25 000 en prix. Aussi. 25 000 dollars US, américains. oui, c'est ça. US qui est à retenir quand même, la bourse y est pour également quelque chose. Ouais. Ce sera surveillé donc du côté de juillet, du 9 au 16 juillet prochain. Sinon, le spectacle, l'invitation aussi cet été là, pour peut-être se connecter à des événements culturels commence par le Festival des bières. Hein? Évidemment, ben oui, un festival très attendu pour les amateurs, mais aussi pour la famille, parce qu'ils tiennent à le préciser. C'est pas juste un événement pour déguster de l'alcool ou des microbrasseries ou du vin, etc. Il y a aussi des événements pour la famille. Donc, il y a jeux gonflables, etc. Et ça se passe au Centre de la Nature. Les billets, cette année, il va falloir les acheter. Mais encore une fois, donc, il y a des belles activités qui attendent les gens. Alors, du 14 au 16 juillet prochain et aussi plus tard dans l'été, le Festival Mosaïque, je pense. Là. Oui, le Festival Mosaïque qui se passe à Laval cette année encore, qui a eu un beau succès l'année passée, qui est organisé par la Centrale des artistes, qui est très connue ici sur le territoire lavallois. Et donc, on va avoir la chance de voir en fait des prestations. La culture lavalloise à son essor, comme on l'appelle. Alors, c'est plus tard du 17 au 20 août prochain, si les gens veulent aussi découvrir plus tard cet été ce festival des Mosaïques. Alberto, Georgian, Miout, on va te réinviter bien sûr cet automne. C'est notre dernière de la saison, mais entre-temps, si les gens veulent suivre tous tes faits et gestes cet été, tu seras très actif sur le terrain. Instagram, MCL Média, meilleure façon pour te suivre? Exactement, puis mclmedialaval.com, notre site web où on publie à chaque semaine, puis on vous invite à nous rejoindre là-dessus. Avec plaisir. Merci beaucoup, Alberto, et un bel été à toi. Merci toi aussi, Alex. Merci. Là. Mounia Abadi, qui est notre chroniqueuse, qui vient nous parler de bien-être et également de possibilités d'ouverture vers d'autres énergies. Je le dresse ainsi parce que je pense que ce sujet, encore là, une fois aujourd'hui, pourrait vous ouvrir vers d'autres horizons et il peut faire peut-être une différence parce que moi, je l'ai déjà utilisé aussi à titre personnel. On parlait d'enfant intérieur. Comment va ton enfant intérieur, Mounia Abadi? Ouais, super. Oui. Tu es coach de vie aussi, puis évidemment, tu peux pratiquer le Theta Healing. Chose qu'on a déjà parlé précédemment à notre émission. Et pourquoi tu voulais nous parler de cet enfant intérieur qu'on a tous en nous? Parce que c'est la partie la plus importante, selon moi, du développement personnel. Donc, c'est la version enfantine de chacun d'entre nous. Puis si je te demande la question, décris-moi un enfant, Alex. Un enfant, pour moi, c'est un être qui peut être naïf, qui, de par son innocence, est à la découverte du monde. Il y a une pureté dans un enfant qui, je pense, on peut retrouver jusqu'à un certain âge, mais à un moment donné, avant que l'innocence, justement, l'expose à peut-être des trucs qui pourraient soit lui nuire, soit développer une sorte d'anxiété, une sorte de stress. Je pense qu'on doit préserver, protéger ça chez nos enfants le plus longtemps possible. Chose que peut-être on n'a pas eu, nous, dans notre passé, parce que c'était pas à notre époque on a peut-être grandi, les trentenaires, les quarantenaires, et même les plus âgés, peut-être si connus que ça, je pense. Hein? Puis peut-être définir ce que c'est l'enfant intérieur aussi. Je ne sais pas si j'ai la bonne réponse, mais... Tu viens de répondre exactement ce que c'est. Donc, l'enfant intérieur, c'est la petite version de nous qui a appris à travers des expériences ce qu'il faut puis ce qu'il ne faut pas faire. Donc, un enfant, comme tu l'as dit, c'est sensible, c'est authentique, ça a une joie de vivre, puis ça a une pureté. Mais cette partie de nous, elle est là, en nous. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut retourner, dans le fond, à la source, puis voir, quand on prend des décisions, est-ce qu'on les prend en tant qu'adulte par peur de déplaire ou par programmation, parce qu'on nous a dit de ne pas faire ça quand on était plus jeune? Ça t'est-tu déjà arrivé que quelqu'un te dit « ben t'es bien trop sensible quand tu étais jeune, pourquoi tu pleures? Il n'y a rien là. » On me le dit encore.
Non, mais je veux dire, non, on me le dit encore parfois. Et toi, d'ailleurs, tu as apporté des items, tu as apporté ta photo qu'on peut voir. Bon, aussi, explique-moi pourquoi ces éléments-là que tu voulais apporter aujourd'hui. Donc, la photo de moi, c'est une photo de moi quand j'avais 6 ans. Donc, quand j'ai commencé à faire tout ce qui était développement personnel, ma formation, puis même avec mes clients, c'est un exercice qu'on fait où est-ce qu'on va chercher une photo de notre enfant intérieur. Puis lorsqu'on a une émotion désagréable, une tristesse, une frustration, une colère et même de la joie, bien, je demande à mon client d'aller parler à son enfant intérieur. Donc, j'ai des clients qui l'ont sur leur screensaver, sur leur téléphone. Oui, exact. OK? Et les poupées russes, bien, version adulte de nous. Et les autres versions jusqu'à temps qu'on arrive à la version plus petit. enfant. Okay. Donc, quand on fait le travail de l'enfant intérieur avec moi, c'est qu'on part de toutes les programmations, les comportements, puis on va vraiment voir est-ce que c'est ça réellement qui on est, puis est-ce que c'est comme ça qu'on veut réagir à certaines situations. Oui. Donc, ça peut être ce qu'on remarque si certains fréquentent, par exemple, un psychologue, vont voir, prendre le service. Pour l'avoir fait, le faire encore. Le côté humaniste, il y a dans cette approche en psychologie, justement, côté humaniste, il y a cette connexion qu'on fait, qu'on va retourner à la tendre enfance. On essaie de se reconnecter avec l'enfant intérieur aussi. Il y a plusieurs disciplines, j'oserais dire, en psychologie, ou plusieurs façons de voir en psychologie qui connectent avec l'enfant intérieur. Là. Oui, bien, il y a du shadow work en anglais, donc c'est le travail de l'ombre, où est-ce qu'on retourne, dans le fond, travailler avec l'enfant intérieur. Et pour moi, toutes les sphères dans lesquelles je travaille, on va finir par aller dans l'enfant intérieur. Et est-ce qu'on peut le guérir? Est-ce que, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais est-ce que de permettre d'être en connexion avec l'enfant intérieur, des fois, ça peut être ardu parce qu'il faut retourner à des endroits là où ça fait mal? Il y a plusieurs plaies. Elles ont été peut-être, avec le temps, on a mis un plaster, on a mis un diachylon dessus, mais là, c'est de rouvrir cette plaie-là. Donc, est-ce qu'il y a une façon, peut-être un premier chemin pour se permettre d'aller vers la guérison, par exemple? À travers le jeu. Ah oui? Donc, avec mes clients, on va faire des exercices, on va beaucoup être dans la créativité, on va être dans la musique, on va être dans la danse, on va être dans le dessin. Donc, on passe à travers ces modes de création pour arriver à toucher à cette sensibilité, cette vulnérabilité, puis dans le fond, cet amour inconditionnel envers soi-même. Oui. Et moi, je vais à titre personnel parce que je pense qu'on a ça en commun, toi et moi, Mounia, c'est que moi, j'ai dû retourner vers cet enfant intérieur-là. J'ai dû faire avec notamment mon père une sorte de traversée du désert à l'adolescence. Et j'ai dû régler des choses à l'âge adulte avec lui, ce qui maintenant est fait depuis une bonne dizaine, voire une quinzaine d'années. Et bon, maintenant, on a une superbe relation. On a une belle communication également. Mais j'ai dû faire ce chemin-là et je me suis dit à quel point, si un jour j'allais être, là pour l'instant, c'est pas le cas, mais si un jour j'allais être papa, parent, je me dis que on doit prendre des notes aussi. Hein? Si on a des enfants, de ne pas couper les rêves, les ambitions, d'essayer de protéger ça le plus longtemps possible. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Exactement. Donc, tout le travail qu'on fait, on le fait pour la génération avant nous et après nous. Donc, moi, je suis maman de 2 adolescents. À travers mes enfants, j'ai appris énormément de choses. Donc, le travail que moi, j'ai fait en ayant cherché, dans le fond, ma formation et tout, j'étais ma première cliente. Ouais. Me voilà. Et maintenant, ben, je peux plus guider mes enfants en les accompagnant au lieu d'être là à essayer de les cadrer dans les boîtes dans lesquelles j'ai été moi-même pendant plusieurs années. Oui. Puis je pense que c'était pas... Puis c'est important de dire que nos parents ont fait ce qu'ils ont pu. Absolument. Et c'était pas dans des mauvaises intentions, je pense. Non, c'est par peur de. Donc, souvent, par peur, on fait des mauvais choix, mais c'est jamais trop tard. Oui. Clairement. Et tu voulais nous montrer vraiment cette image avec ce message. Pourquoi? Qu'est-ce qui, pour toi, t'a alerté? Pourquoi tu voulais nous le présenter? Parce que c'est vrai que c'est pas de notre faute, mais c'est notre responsabilité de faire le travail pour s'en libérer. Donc, c'est vraiment important. Tu sais, on est bien bon des fois à dire « Ouais, mais c'est mes parents » ou « C'est pas de ma faute » ou « C'est ma culture ». Je suis complètement d'accord, mais à un moment donné, il y a une responsabilité qui nous revient. Puis le travail
va être fait si nous, on s'investit dans ce sens-là. Donc, c'est super important de le comprendre, ça. Il n'y a personne qui va venir te sauver. Alors, c'est à nous de faire le chemin aussi pour nous guérir. Là. Absolument, avec de l'aide aussi. Je suis là, si jamais... Si on a besoin. Oui, certainement. Mais moi, j'ai besoin que tu reviennes cet automne. Excellent. Alors, je te garde avec nous pour cet automne. Je te souhaite un bel été, Mounia Abadi. Merci à vous aussi. Merci. Tout au long de l'année, il est venu nous parler de maisons, de patrimoine, des maisons qui ont beaucoup de cachets sur le territoire de l'île Jésus et pourquoi pas en faire pour vous une sorte de destination où par une belle journée d'été, vous prenez la voiture et vous allez découvrir ces maisons-là à côté de chez vous. Puis on va vous en faire découvrir une dernière justement avec c'est Sophia Yanantuano. Salut! Allô Alex! Merci d'être encore une fois avec nous. On va bavarder de cette maison Filiatro Vent-de-Lac, mais juste avant, une application qui vaut tout son pesant d'or pour justement découvrir nos maisons, découvrir tout ce qu'il y a à faire durant la prochaine saison estivale. C'est une application qui s'appelle Parcourir Laval. Exactement. Donc, on va le trouver à www.laval.ca. Et ici, à l'écran, on le voit vraiment, c'est une application gratuite pour tous les citoyens et ça s'appelle Parcourir Laval. Donc, sur le App Store, tout simplement, on peut aller la télécharger. Sur nos Android également, on peut avoir accès. Oui, exactement. Donc, qu'est-ce qui est vraiment le fun de cette application-là? C'est tout dépendant où est-ce que vous êtes. Vous avez juste à appuyer, puis vous allez voir vraiment toutes les places qui ont une valeur patrimoniale. Donc, dessus, c'est sûr que j'ai pas eu la chance de tout la regarder, mais juste en regardant au début pour l'effleurer, j'ai resté vraiment surprise parce que c'est sûr que les gens qui sont ici durant l'été, ils cherchent des fois des activités à faire. Donc, ils ont même comme des thématiques où est-ce qu'il y a une soirée, exemple à Sainte-Rose. On peut réserver nos billets, c'est tout à fait gratuit. Puis, il y a une personne qui parcourt les rues puis qui nous donne de l'éducation sur l'histoire, exemple de Sainte-Rose, la Barre à Plouf, la paroisse Saint-Martin. Donc, c'est hyper intéressant comme application. À découvrir assurément, quand c'est gratuit, c'est des activités également qui sont proposées, qui le sont dans des très souvent de cas, là, dans plusieurs cas finalement, qui sont gratuites. Oui. Et là, tu voulais nous entretenir de cette maison qui a quand même plus de 50 ans, 150 ans, soit donc la maison Filiatro Vent-de-Lac, bâtie en 1867, secteur Auteuil. Qu'est-ce qui, pour toi, tout d'abord, t'a frappé? Est-ce que c'est l'histoire de ceux qui l'ont occupé, de ses occupants? Ou... Bien, c'est vraiment j'ai resté surpris de voir que Auteuil avait une réputation que je ne connaissais pas au niveau de la notoriété de les plages. Okay. Donc, comme on peut voir ici, on voit le domaine Laval, idéal, excuse-moi. Puis, cette région-là était vraiment anciennement appelée le chemin Grande-Côte, qui est maintenant la place des Terrasses. Et puis, il y avait des salles de danse, il y avait des plages publiques où est-ce que les gens, dès les 1920... Ouais. Fait que c'est là qu'on pouvait dire Beach Day Every Day. Exact. C'est là qu'on a pu commencer à le dire. Peut-être pour le mois de janvier, février. Oui, ben peut-être, mais c'était prisé par les gens de Montréal. Exact. On s'entend que c'était des gens qui étaient assez aisés, par contre, pour l'époque. Bien, ça doit, parce que pour s'y rendre, c'est sûr qu'il n'y avait pas de transport en commun en tant que tel, surtout pas dans les années 1920. Mais déjà arrivé en 1934, il y avait peut-être trop de notoriété, il y avait trop de choses qui se passaient. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont mis des règlements. Ils ont dit, OK, bien là, à partir d'aujourd'hui, les salles de danse sont fermées le dimanche. À partir d'aujourd'hui, il faut que les plages soient quand même assez éloignées des chemins publics. Oui, parce que c'était les bonnes mœurs, parce que le fameux clergé trouvait que c'est un petit peu trop déshabillé. Exactement. Il fallait que tu mettes un petit peu de trucs sur la peau. Bien, c'est ça. Donc, même les maillots de bain, il fallait qu'ils soient décents. Oui, ça montre l'époque aussi. Là. Exactement, c'était d'autres choses. Et c'est là-dedans que cette maison, justement, la maison Filiatro Vent-de-Lac, donc, a évolué. Là, donc, on peut le dire parce que c'est dans ce secteur-là qu'on peut retrouver. Elle a vécu la maison ces années-là de notoriété, de les plages de Auteuil, parce qu'en réalité, si on regarde ici, on voit que la famille Vent-de-Lac avait leur spécialité, c'était les salons mortuaires et les services d'ambulanciers. OK. Et qu'est-ce qui, d'ailleurs, a fait par la suite que, parce que cette maison Vent-de-Lac, aussi la maison Filiatro Vent-de-Lac,
a su traverser le temps? Est-ce que ses parts sont... parce que je vois que c'est une maison qui date de certaine époque qu'on a déjà parlé. Donc, est-ce que c'est vraiment le toit? Est-ce que c'est vraiment son cachet, le terrain, tout ça, l'emplacement qu'il a fait aussi à travers le temps, le fait que les gens se l'ont approprié et l'ont continué aussi à l'entretenir? Là? Mais je pense que son emplacement est vraiment parfait parce que tout proche de l'autoroute 19, donc c'est accessible, surtout aujourd'hui avec la construction qui se passe sur la 19, et aussi le fait qu'elle a au-dessus de 100 pieds en avant de la rivière d'Émile-Île. Donc, un grand terrain. Là, énorme. C'est comme un petit domaine en réalité. Tu sais, la famille Vandelac, dans ces années-là, c'était vraiment dans la forêt, cette maison-là. Puis avec les années, c'est sûr qu'eux ont fait complètement une énorme métamorphose. Cette maison-là, aujourd'hui, si on regarde une valeur approximative marché immobilier, on pourrait probablement aller chercher un bon 3 millions minimum. Pourquoi? Parce que c'est une grande maison, mais c'est pas comme une maison grande, imposante, un petit peu comme les autres. Elle a vraiment son cachet à elle. Et puis, si on regarde sa beauté, c'est que la boiserie, elle est en parfaite condition. C'est d'origine, là. En grande partie, oui. Ils ont travaillé à regarder tout ce qui est, vous allez voir même à l'intérieur tantôt, vous allez voir comme les boiseries sont d'origine. Tu sais comment on a souvent parlé de les encastrer aussi. Comme les armoires là, d'origine, on parlait souvent aussi des murs. Comme là, on peut le voir, c'est les pierres, ça, c'est des pierres qui ont été taillées à la main. Là. Exactement. Puis eux ont ajouté un sous-sol. Mais avec le sous-sol vient la fondation originale aussi, eux autres, ils ont toutes défaites. Ils ont refait une fondation. Donc en bas, on retrouve encore un autre salon, bureau, salle de bain. Donc la maison est très fonctionnelle. On a au rez-de-chaussée 2 cuisines. Quand même. Avec une entrée séparée. Parce qu'il y a eu une annexe, je pense, qui a été faite avec le temps. Là, parce qu'on voyait tantôt qu'il y avait une partie plus moderne là, lorsqu'on voyait une des premières photos de tout ça. C'est ça que les gens recherchent aujourd'hui. Oui, on aime les maisons du patrimoine, mais c'est le fun qu'elles soient ajustées à 2023. Donc, si on regarde les boiseries, on regarde la hauteur, on regarde la qualité des portes. Ça se trouve à être une cave à vin qu'ils ont ajouté, mais toujours en respectant le code. Encore, on voit les pierres. Donc, même si la maison est moderne, au terme d'aujourd'hui, elle garde vraiment son cachet. Puis on a gardé aussi, tu sais, comme la salle de bain, on voit qu'elle est plus moderne, mais comme on a voulu respecter aussi l'œuvre ou du moins les premiers occupants. C'est ça. Puis on a gardé un peu donc ce cachet-là. Oui, avec les planchers chauffants. Avec les planchers. Donc c'est plus pratique. Tu sais, aujourd'hui, on a vraiment la dualité de le charme qu'on aime du patrimoine, mais avec le luxe et le confort d'aujourd'hui. Mais est-ce que cette maison-là, je comprends qu'il y a eu une annexe, je comprends qu'on a fait quelques modernisations, mais puis je ne suis pas un grand connaisseur du code du bâtiment, mais est-ce qu'on a le droit de changer nos maisons? Parce qu'il y a certaines maisons, selon ce que j'entends, selon ce que je comprends, qu'on ne peut pas changer certains éléments parce qu'on doit respecter, selon le gouvernement du Québec et les lois, oui. Les choses d'origine. Là. Oui, absolument. Donc, ça dépend si c'est pré-inventaire, inventaire, patrimoine. Donc, il y a comme vraiment un schéma à respecter. Mais c'est sûr qu'eux, à chaque fois qu'ils font quelque chose, ils demandent la permission, ils collaborent avec. Il y a des permis à obtenir. Et puis, il y a quand même une belle flexibilité en autant que tu respectes toujours son intention. Là. La maison, elle est vraiment... En tout cas, elle est superbe, assurément. Alors, la maison Vandelac, près de la rivière d'Émile-Île, cette maison Filiatro Vandelac, toujours habitée présentement, donc elle n'est pas en vente. Si quelqu'un avait 3 millions, 3-4 millions, là... Ben, peut-être s'il y avait 4 millions, peut-être. Oui, c'est ça. Certainement. Ben, en tout cas, moi, ce que je suis très content de confirmer, c'est ton retour à l'automne. Oui, absolument. Et déjà, si on peut mettre la table en terminant, c'est que tu auras toujours dans les maisons, toujours dans ta profession également de courtier immobilière, mais il y aura quand même un autre angle que tu veux exploiter. Là. Ben, oui, j'ai proposé, parce qu'avec la pandémie qui est terminée, on peut dire, là, les gens, ils nous appellent souvent et ils disent, tu sais, Sophia, je ne sais pas combien vaut ma maison, mon voisin a vendu tant. Donc, je vais aller aider ou donner des informations au niveau de comment qu'on peut évaluer une maison. Puis, on ne peut pas toujours se comparer à notre voisin. C'est ça, parce que puis ça dépend toujours, j'imagine, des travaux qu'il y a à faire, le terrain, l'aménagement, les investissements qui ont été faits dans un avenir court moyen terme. Si par exemple, on vient d'entretenir ou de rénover la salle de bain, par exemple. Les fenêtres. Oui, aussi, exact. Le garage.
Des Oui. éléments de base, mais qui font toute la Exactement. différence. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on fait pas, puis il faut faire confiance à un professionnel et pas à notre beau-frère toujours qui pense qu'il a les réponses à tout. Ouais, oui. Ça, merci de me le rappeler. OK. Mon cher Jean-Pierre, non, c'est pas vrai. Hey, je te dis un bel été. Merci beaucoup d'avoir collaboré avec nous. Ça a été une belle découverte. Tu as Absolument. beaucoup apporté à notre émission. Puis je te dis à très bientôt, à l'automne prochain, pour pouvoir encore exploiter ce filon qui, ma foi, manquait beaucoup à cette émission. Ça me fait plaisir. Merci Passez beaucoup. un bel été. Merci. Merci. C'est notre dernière chronique pour cette saison et je devais absolument la voir. Question que mes clichés durant la saison estivale soient beaux, que mes taches de rousseur soient quand même avec un beau pouvoir de séduction. C'est une photographe, journaliste et c'est aussi ambassadrice. Elle est aussi ambassadrice pour Nikon Canada. Salut Sarah Maud. Salut Alex. Merci d'être là. C'est avec ce sujet qu'on s'est dit, les gens vont partir en vacances, en camping, découvrir notre Québec, se promener sur le globe. Maintenant que c'est possible de renouer complètement avec la fin de la pandémie, j'ose le dire comme ça. Quel est le point de départ pour prendre des clichés durant la saison estivale? Est-ce que c'est de faire un repérage, s'assurer au moins que là où on est, que premièrement le paysage en vaut la peine? Ou, Ben oui, ben en fait, quand tu veux faire des photos de vacances, de paysages, tu vas avoir une énergie derrière ça. Pourquoi tu fais encore ta photo? C'est toujours je reviens toujours à souvent pourquoi tu fais une photo, qu'est-ce que tu veux montrer. Donc, je pense que quand tu es quand tu arrives quelque part, souvent tu es ébloui par l'endroit, à moins que tu n'aies vraiment pas de chance. Là. Mais je veux dire, généralement, tu es ébloui par l'endroit. Donc, tes premières impressions, c'est quoi? T'sais? Ensuite de ça, tu veux les montrer comment? Donc, généralement, on propose plutôt je sais pas, tu es sur un bord de lac et tout ça, on va proposer plutôt un coucher de soleil ou un lever de soleil. Donc, est-ce que tu veux prendre ça en photo? Est-ce que tu veux montrer l'énergie calme dans laquelle tu es ou alors la folie furieuse où tu es? C'est vraiment ça que tu veux montrer pour pouvoir partager puis garder en souvenir, surtout. Ouais. Aussi, l'erreur qu'on fait souvent quand on part en voyage, c'est qu'on fait 20 000 photos, puis après ça, je sais pas trop. Alors, plutôt que de dire, je vais faire 20 000 photos de tout et de rien, plutôt prendre le temps de dire, OK, là, j'aimerais ça avoir. Tu sais, c'est comme se donner des bulles fun en vacances, par exemple, qui te sortent en dehors de ton quotidien. C'est une bonne affaire à faire. Comme par exemple, ben là, je vais avoir le meilleur moment de cet emplacement-là, j'y vais là. Puis parce que des fois, c'est des lieux qui sont très populaires et tout le monde fait le même angle ou au même endroit se positionne à la même chose. Là, tu regardes sur ton Instagram ou sur d'autres photos, sur d'autres réseaux sociaux et c'est toujours les mêmes genres de photos qui sont prises. Là. Bien, c'est là que ça devient intéressant. Je pense que l'art d'être un photographe, c'est d'essayer d'aller chercher des angles et des images qu'on ne voit pas souvent. Donc, dans ces cas-là, le mieux, ça serait vraiment de dire, OK, si tout le monde fait ça, si tout le monde semble faire ça, moi, j'ai le goût d'aller chercher autre chose ailleurs. Ça peut être simplement en mettant un objet en avant-plan qui parle pour toi, qui a une signification, ou ta blonde, ton chum, ton ami, peu importe ton chien. Tu sais, d'amener quelque chose qui va amener un sentiment plus personnel à toi plutôt qu'un plan large où on ne sait pas vraiment que, en fait, tu sais, toi, tu l'as vécu, c'est le fun, mais tout le monde l'a déjà vu. Donc, c'est d'aller chercher un autre angle. J'ai l'impression que, et c'est pas moi qui est le photographe professionnel, c'est toi, mais j'ai l'impression que l'été nous amène beaucoup de textures possibles. Pas seulement pour la lumière, mais je pense, par exemple, au décor. Je pense que ce soit dans un champ, par exemple, tu te retrouves dans un coin rural, puis le blé qui pousse. Absolument, le pollen dans le soleil. Tu sais, moi, c'est pour ça, personnellement, moi, quand je fais des photos de voyage, j'y vais rarement entre 10h et 5h, 4h l'après-midi. Je fais pas de photos tant que ça parce que c'est souvent des lumières très crues, très tough, à moins que ça soit nuageux, pluvieux, puis que ça amène une autre ambiance complètement. Mais généralement, le soleil cru tue l'ambiance. Ouais. Donc, ce qui est le fun, c'est d'y aller le matin. Tu vas te promener sur la plage, tu vas te promener en ville, il n'y a pas un chat. Tu sais, il y a des lumières qui sont rasantes. Tu sais, ça, c'est super beau. Mais en tout cas, dans mes goûts à moi, tu sais, ça dépend toujours des goûts. Puis, tu sais, en vacances, c'est le fun parce que tu décroches, mais des fois, c'est de se donner un petit but de dire, OK, je veux ramener comme, par exemple, 10 bonnes shots de ma semaine. Fait que là, ça t'oblige à te donner une perspective de qu'est-ce que tu veux vraiment faire. Puis des fois, comme tu disais, là, puis je vais juste revenir rapidement, mais quand même sur, par exemple, la période là où le soleil est le plus lumineux, là, explosif là, en termes de lumière. Souvent, on se met devant le soleil et ça donne des petits points bleus dans notre lentille parce que souvent, on y va. Tu le comprendras avec un appareil intelligent, donc on ne prend pas la peine peut-être de se mettre à contre-jour. Ce ne sont pas des éléments qu'on a dans notre quotidien comme toi aussi. Là. Là, ce que moi j'entends, c'est que tu me dis, par exemple, c'est à midi sous le soleil. Ouais. À midi sous le soleil, je pense pas que tu aies
petits points. Ça va être plutôt quand le soleil est plus c'est ça, mais en derrière. fin de ouais, Ben, en fin de t'as journée, raison. non. En fait, ça peut super être intéressant. Tu sais. C'est juste que, par exemple, avec un cellulaire, je sais que tu peux contrôler de toute manière un peu plus ton exposition maintenant. Ouais. Mais le truc, c'est vraiment de comment je pourrais dire, de cibler la zone d'ombre. Donc, Ouais. si, mettons, tu te mets à contre-jour, comme tu dis, tu cibles la zone d'ombre, puis tu équilibres ton blanc, ton bright, là, ton flare, qu'on appelle ça en anglais, là, le halo lumineux, Ouais. pour justement avoir un équilibre entre ta face, trop dans l'ombre, et le soleil. Mais à moins que tu aies vraiment envie de te traîner une feuille d'aluminium ou quelque chose comme ça, mais ça peut être une bonne façon de faire, puis ensuite t'aide à la retouche après. Tu sais. Et ça va peut-être paraître banal comme question, mais est-ce qu'il y a des couleurs? Tu sais, on prend des photos, on part en vacances, on amène un peu de garde-robe avec nous, un peu de linge, là. Puis il y a la lumière, mais il y a aussi des fois des morceaux de vêtements, la couleur de ces t-shirts ou de ces... Justement, c'est une très bonne question parce que, par exemple, tu portes du rouge, tu vas avoir ton visage va avoir tendance à être rouge parce que ça reflète un petit peu ton vêtement reflète sur ton visage, dépendamment où tu es. Par exemple, tu es en rouge, tu as un mur blanc. Ça peut être super joli esthétiquement parlant, mais tu peux avoir une réflexion au niveau de la lumière sur ton visage qui va être la couleur de ton vêtement. Donc, tu évites les verts, par exemple. Tu évites aussi tout ce qui est trop... un peu flat, là, le gris, des choses comme ça. Ça Ouais. dépend de ton environnement. Là. Aussi, puis la température, on parlait tantôt de soleil, mais si c'est une journée qui est plus nuageuse, par exemple... Mais c'est sûr que le blanc, c'est magnifique en photo. T'sais, moi, à mon sens, le blanc, c'est pour une femme, en tout cas, c'est magnifique. Pour un homme aussi, ça vient éclairer. Surtout, t'as un petit teint, ça vient bien contraster avec le teint de la peau. Je trouve ça beau. Mais... Moi, j'aime beaucoup les photos sur des montagnes, sur des monts. J'en fais beaucoup en tant qu'adepte de plein air, de randonnée. Puis souvent, justement, il y a toujours, quand je parlais tantôt de ces photos qui se font toujours dans le même angle, on est au sommet d'une montagne, on voit toujours le même décor en arrière. On veut voir, par exemple, au loin, s'il y a un cours d'eau, on veut le voir un peu plus bas. On veut voir aussi les autres chaînes de montagne qui sont aux alentours. Quand on pense peut-être au Charlevoix, en Estrie aussi. Mais la perspective puis ces effets de hauteur-là, qu'est-ce qui peut nous permettre d'avoir un cliché qui est plus peut-être dynamique ou qui est différent un peu sur ta suggestion? Là, tu parles toujours avec un cellulaire? Toujours, cellulaire ou même avec un appareil, par exemple. Je comprends qu'il y a des variantes, là. Oui, parce qu'un appareil photo, la variantes lentille que tu utilises va changer beaucoup de choses. Mais si j'essaie de faire un résumé pour les deux, je dirais que ce que tu veux, c'est du recul. De placer ton cellulaire à un endroit qui est assez loin de toi. Par exemple, mettons, je sais pas, tu vois qu'il y a une corniche, plus loin, il y a une montagne, un petit cours d'eau dans le fond. Ben, tu places ton cellulaire sur une autre corniche plus loin pour voir la perspective des choses, par exemple. Comme ça va donner, dans ma vision des choses, parce que, tu sais, tu viens juste me dire, moi, j'aime les montagnes, puis moi, je te parlais de vêtements blancs, puis j'étais comme, sur le bord de la mer. Donc, des fois, c'est fou, les perspectives. Donc, comment on imagine les choses. Mais toi, par exemple, si tu voulais faire ça, moi, je placerais mon cellulaire plus loin, en évitant les arbres, si possible, ce qui n'est pas évident en montagne, parce qu'il y en a beaucoup. Ouais. Mais c'est souvent ce qui fait qu'on ne peut pas voir un sommet aussi, tu sais. Donc, ça, c'est en hauteur, en perspective vers le bas, dépendamment de ce que tu vois le mieux. Mais je pense que le mieux, ça serait de prendre du recul. Prendre du recul, suggestion que je retiens. T'as-tu une idée, toi, de comment séduire une fille avec des photos ou... C'est-tu ma dernière question? Tu sais que c'était une joke. Oui, je le sais, c'est une joke qu'on avait dit avant d'ouvrir. Moi, je l'ai ouverte en 30 secondes. Je te laisse te changer avec ça. Ah, mais merci, t'es fin. Ça fait plaisir. Tu veux séduire une fille avec des photos, oui, déjà, ou un gars, là. Je veux dire, ça peut être l'inverse si quelqu'un, peu importe notre orientation. Je pense que si tu dis j'ai le goût de faire des bonnes photos, puis j'aimerais t'utiliser comme sujet homme ou femme, tu peux lui dire, regarde, j'aimerais ça me pratiquer sur toi. Donc, déjà, ça te fait passer un moment avec. Ensuite de ça, ça te permet aussi d'apprendre à la connaître parce que tu poses des questions, tu prends ton temps. Tu sais, c'est une date qui ressemble pas à une date. C'est le fun, puis tu essaies de faire de ton mieux pendant ce temps-là, évidemment. Mais c'est une bonne approche, je dirais, rapidement, parce qu'il y a plein d'autres manières, à mon avis. Mais bon, tu sais, il faut faire attention quand tu es photographe, tu as un pouvoir de mettre en confiance, mais il ne faut pas l'utiliser. Non, mais je comprends. Pour niaiser, si tu veux vraiment savoir, c'est une bonne approche, la photographie. Puis d'y aller pas avec une espèce de dire hey, moi je suis photographe, mais plutôt d'y aller en disant hey, j'aimerais ça m'essayer. Ah ouais. T'as jamais fait ça, non? Non. J'ai pas besoin. Non, c'est ça, t'as pas besoin. Dit-elle avec sa confiance. Démesurée, non. Hey, je te taquine. C'est naturel. C'est ça. Et je me permets de. Parce qu'on est bien amis. Oui. Hey, mais merci de ces conseils. Je vais retenir tout ça. OK, parfait. Tu veux nous montrer tes photos en retour? Au retour à l'automne. Je vais voir si. Tu prendras du recul. Je vais prendre du recul. Sur ces mots, je te dis à très bientôt. Merci. Tu es une matcheuse professionnelle en plus de ça. Ah, mon Dieu, génial. Oui, merci à toi. Salut.
Vous savez, depuis plusieurs années, je collabore avec l'ami Nicolas Vincent Poirier. Il m'impressionne beaucoup pour ses connaissances, son talent de vulgarisation en termes de cinéma et de tout ce qui entoure l'univers du 7e art. Nicolas Vincent Poirier, qui n'a plus besoin de présentation dans cette émission. Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, puis on doit dire que ça vient pas très loin. Quand on dit que la pomme est pas tombée très loin de l'arbre, je pense que l'expression est vraiment, dans ton cas, juste parce que ton papa, Yvon Poirier, qui est un passionné de cinéma, un enseignant aussi, je pense. Oui, il a enseigné le cinéma, l'histoire du cinéma et la photographie à l'école Georges Vanier à Laval pendant une trentaine d'années. Et vraiment, c'est lui qui m'a initié à tout ça. Donc, si ça n'aurait pas été de lui, je ne serais pas ici en ce moment. Je n'aurais pas développé ma passion pour le cinéma, je suis sûr, parce que depuis que j'étais tout jeune, il m'expliquait les trucages dans les films. Je me rappelle à un certain moment, mon amour pour les films violents, ça date de très, très longtemps. Et je me rappelle quand j'étais petit, je regardais des films violents avec mon père et lui, il me disait, ben oui, c'est pas du sang, c'est du ketchup, mais aussi ceux qui sont à terre, ils sont morts. Ils sont pas vraiment morts. Non, ils retiennent leur respiration. Okay, ouais. Donc là, moi, j'étais fasciné à regarder dans des films de guerre, les gens, mettons, qui étaient à terre, qui faisaient les morts. Mon Dieu, ça fait 1 minute que je les vois, puis ça fait depuis 1 minute qu'ils retiennent leur respiration. Wow! Et je pense que c'est ça qui a commencé à me fasciner avec les films violents. Et sans lui, malheureusement, il est décédé le 20 mai dernier, mais sans lui, je ne serais pas ici. En tout cas, il y a une chose qui est évidente. Ton père, peu importe là où il est, je suis certain que c'était le cas durant sa longue vie, mais je suis certain qu'il est encore super fier de toi. Oui. Alors d'ailleurs, je vais toujours me rappeler, un des premiers films que j'ai vu au cinéma, j'avais peut-être 3-4 ans, mais le premier qui m'a marqué, en tout cas, ça a été le film Indiana Jones 3 que j'ai été voir avec lui en 89 au cinéma. Et le meilleur, hein? C'est le meilleur de la saga. Pour moi, oui, c'est le meilleur. Et cette année, on a droit à Indiana Jones 5. Et les critiques, parce qu'il a été présenté à Cannes plus tôt cette année, on comprend que pour Harrison Ford, c'est le dernier tour de piste en Indiana Jones, mais les critiques n'ont pas été très élogieuses. Est-ce qu'on doit, peut-être en tant que fan d'Indiana Jones, en laisser un peu? Tu sais, des fois, on dit il faut en prendre, il faut en laisser. Parce que si on a été, si on est nostalgique, si on est des amateurs d'Indiana Jones, est-ce que les mauvaises critiques, notamment, on a vu beaucoup de critiques peu élogieuses envers la technologie, le fameux CGI, pour rajeunir Harrison Ford, pour lui faire des cascades. On trouvait que ça manquait un petit peu de réalisme. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bien, c'est sûr que la technologie n'est pas encore tout à fait au point. Un bon effet spécial, c'est un effet qu'on ne remarque pas. Et ce que je disais, je me rappelle au tout début des années 2000, jusqu'au début de l'univers cinématographique de Marvel, on pouvait distinguer facilement ce qui est fait en CGI de ce qui ne l'est pas. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile, mais avec cette nouvelle technologie-là de rajeunir par ordinateur les acteurs, eh bien oui, des fois, on s'approche de quelque chose de bien, des fois non. Et c'est sûr qu'il faut que ce soit pendant, à mon avis, une courte période de temps. Si c'est trop long, on remarque que, justement, c'est pas très humain. Il manque quelque chose. Et d'ailleurs, Harrison Ford, il va avoir 81 ans quand le film va sortir, ou au moment que la chronique, elle paraît présentée, ouais. C'est ça. Donc, il va avoir 81 ans. Et au moment où il tournait le film, il y avait 79 ans. Donc, il n'y a pas juste la technologie pour rajeunir le visage, mais aussi la manière dont il bouge. Ça, c'est une chose. On peut rajeunir physiquement, mais on bouge d'une manière différente à 70 ans, 60 ans qu'à 20 ans. Ben oui. Il y a une grosse différence. Ben oui. Donc ça, disons que ça enlève une petite touche de réalisme aussi. Mais il y a le signe de nostalgie, je le ramène, parce qu'on ramène quand même Karen Allen dans le rôle de Marion, on ramène certains comédiens, certains acteurs, actrices qu'on avait vus dans des précédents volets de la franchise aussi. Là. Oui, tout à fait. Et le méchant Mads Mikkelsen, qui est un des
meilleur méchant au monde. À chaque fois qu'il interprète un méchant, c'est vraiment cool. Et c'est un des rares qui a interprété un méchant, non seulement dans la série Indiana Jones, mais aussi dans James Bond. C'est vrai, c'est vrai. Et je me demande, parce que là, c'est pas non plus Steven Spielberg qui réalise celui-là. C'est James Mangold. C'est James Mangold. Et c'est le premier film de la série Indiana Jones qui n'est pas réalisé par Steven Spielberg. Et James Mangold, eh bien, sa fiche de route, elle est très connue. Ou le film Walk the Line, Wolverine en 2009, un film que peu de... Ah non, excuse-moi. Pas en 2009, en 2013, The Wolverine. C'est un autre réalisateur en 2009. Donc, il y a une fiche qui est assez large. Assez large. Il a fait aussi Logan en 2017. Donc, il touche à beaucoup de choses et qu'on l'ait choisi lui, c'est une très bonne chose parce qu'il peut se rapprocher beaucoup du style de Spielberg. Hâte de voir ça. C'est disponible dès maintenant au moment où vous allez voir cette chronique avec toi au cinéma. Mission Impossible 7. Est-ce qu'on pourrait avoir un record au box-office pour la franchise? Est-ce que ça pourrait être pour Tom Cruise un deuxième film de l'été de façon consécutive après Top Gun Maverick? Oui, je pense et j'espère. J'aime ton hésitation. Pourquoi? Si le film... Le problème, c'est que cet été, il y a beaucoup trop de blockbusters. Ce qui explique pourquoi il y a eu peu de gros succès commerciaux jusqu'à date, parce qu'il faut laisser le temps aux gros blockbusters de respirer un petit peu. Si on en sort un après un autre, ça divise le public et personne n'est gagnant là-dedans. Et j'ai une petite hésitation parce que le 21 juillet, pas longtemps après quand même, eh bien, dans la même fin de semaine, il y a le film Barbie et Oppenheimer qui sortent en même temps. Donc, oui, ça risque de faire compétition à Mission Impossible, mais sinon, Mission Impossible, c'est sûr que ça va être le plus gros succès de l'été. Ouais. À mon avis, ça ne sera pas Indiana Jones. Ça, on s'entend là-dessus, puis parce que Mission Impossible, c'est pas juste Tom Cruise, mais c'est la franchise qui a fait son œuvre. C'est ne serait-ce que juste Mission Impossible. Tous les films, ou à peu près, ont été des succès, mais c'est aussi la puissance de la machine Mission Impossible. Tous les gens connaissent, sont interpellés par Mission Impossible, je pense. Et de savoir que aussi Ethan Hunt, alias Tom Cruise, si vous préférez, mais qui n'a seulement qu'une cascade, semble-t-il que je lisais qu'il n'a pas fait dans ce film-là, dont le fameux saut en moto. Oui, écoute, Tom Cruise, au moment où le film va sortir, c'est 61 ans. Donc, il était fin cinquantaine, 59-60 ans quand que ce film-là a été tourné. Et d'ailleurs, Indiana Jones ainsi que Mission Impossible devaient sortir là, 1 an ou 2. Évidemment, il y a eu des problèmes dus à la COVID. Donc, tous ces films sortent en même temps. Et tu vois, Mission Impossible, avec un budget de 290 millions de dollars, le film va rentrer dans son argent, c'est sûr. Mais Indiana Jones à 294 millions de dollars, je pense pas. Je pense pas du tout. Mais Mission Impossible, ça va être le plus gros succès de l'été, je suis persuadé. C'est une mission qui est possible, oui. Qu'il soit donc justement le film de l'été. Et d'ailleurs, il nous reste moins d'1 minute. Nicolas, je te mets une grosse pression de répondre en peu de temps. Tu as parlé de Barbie, Oppenheimer. Quel sera le film de l'été? On enlève le box-office là, pour toi, sur le plan critique, sur le plan de la qualité, sur le plan artistique. Là, j'englobe tout ça dans la même phrase. Pour toi, c'est quoi le film de l'été? Moi, j'hésite entre Mission Impossible et Oppenheimer. Parce que Oppenheimer, c'est Christopher Nolan, un de mes réalisateurs préférés qui a fait ce film-là. Et ça raconte un peu la vie de Robert Oppenheimer, celui qui a aidé à créer la bombe atomique. On se donnera cette réponse à l'automne prochain, oui, mon cher. Et je te souhaite un bel été de cinéma. Prends soin de toi et on se retrouve en septembre. Merci, Alex. Bon été. Bon été. Je veux vous remercier d'avoir été là tout au long de la saison. Nous, on va se retrouver l'automne prochain, en septembre. Grand plaisir de vous dire qu'on sera de retour. Je veux remercier tous les chroniqueurs, tous les invités qui ont fait de cette émission une grande réussite. Et parce que je vous en ai parlé très, très souvent,
de mes précieux collaborateurs. Je les invite tous à venir dire un coucou devant la caméra. Alors, les Jacques, il y a aussi Tommy qui est là, Daniel, Alain est en régie avec Lucette qui va venir, Yannick qui est là. Il va manquer toutefois donc Manon à la recherche, mais elle est toujours là, elle aussi, pour nous amener des invités, travailler très, très fort. Et je veux aussi vous mentionner de ne pas oublier de nous supporter cet été. Le bingo qui se poursuit est à preuve déjà ce dimanche, 9h30 sur notre antenne. C'est quand même 4 000 $, donc 2 500 $ à gagner pour la carte pleine. Gang, est-ce qu'on leur dit un bel été? Est-ce que ça vous tente? On se dit tout ça? Alors, un bel été à vous autres. Merci d'avoir été avec nous autres et on se dit à l'automne prochain. Salut!